pour ce soir, on a donc l'idée, c'est une première conférence en réalité. C'est sa première d'ailleurs conférence, et c'est la nôtre aussi, puisque on l'organise avec l'association des lecteurs d'alternatives économiques. Donc Alternatives économiques, le super magazine que je vous recommande absolument et auquel il faut s'abonner, bien sûr. Il faut par ailleurs adhérer à l'association des lecteurs d'alternatives économiques. Donc que je préside par ailleurs, mais l'argent étant tout à fait de l'ordre du patrimoine collectif. Et donc, on a organisé cet événement avec Martin, qui est juste là, et Marc, je ne sais pas où il est, mais il n'est pas loin. Il est caché. Voilà, il est caché. Voilà, nous sommes le club des dégarnis, en l'occurrence, mais l'idée étant d'élargir le club, donc de le diversifier également. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous serez les bienvenus. Je suis ravi de rejoindre ce club des dégarnis. Ça viendra, mais toi, et non, ce n'est pas une nouveauté. Et donc, pour ce soir, je disais, on va faire une première conférence avec Vincent Tibéry, qu'on fait donc au Café Chevrus, Bispo Chevrus d'ailleurs, vous vous trompez, mais c'est pas grave. Et donc, merci de votre présence. On s'est dit, pour démarrer ces conférences, c'est très bien d'avoir Vincent Tibéry. D'abord parce que, c'est le local de l'étape. Bon, c'est vrai qu'on le voit tout le temps à la télé maintenant, mais sur à la radio et tout ça. C'est bientôt mais en réalité, il habite à Bordeaux. Donc, sachez-le, vous pouvez le croiser en vrai dans la rue. Et il a surtout sorti un livre sur la droitisation, donc contexte tout à fait particulier. On s'est dit, voilà, suite à ce qui s'est passé, la dissolution, les élections, on s'est dit, tiens, on va inviter Vincent Tibéry. Et en fait, on ne savait pas qu'il sortait un livre. Donc, ce qu'il nous a dit, donc, du coup, bon, ça devient un best-seller. Je pense qu'il a quelque chose à voir dans la dissolution. Toujours est-il que ça va lui rapporter beaucoup, cette affaire. Et donc, on s'est dit... Tu m'aideras à négocier le prochain contrat. Et donc, tout ça pour dire, on lance un peu le cycle de débat avec l'idée d'avoir un intervenant qui nous présente un peu sa vision. En l'occurrence, il y a un livre à l'appui, c'était, je ne vous dis pas le but au départ. Là, je crois changer le titre dans l'intervalle, mais donc c'est un livre qui tombe évidemment à pic et qui est éminemment d'actualité, avec une thèse originale, par ailleurs, qui nous dit que la France ne se droitise pas, donc on va y revenir, contre toute attente. Et on va pouvoir lancer immédiatement ça. L'idée, c'est que je lui pose 3 questions pour démarrer, pour lancer un peu les choses. Et ensuite, on enchaîne qu'il puisse y avoir des échanges le plus nourris possible avec la salle, étant entendu qu'en gros, on devrait finir le débat d'ici 1 heure. En gros, on se donne 1 heure d'échange. Et à la suite de quoi, vous aurez l'immense privilège de pouvoir acheter son livre. Parce que je me suis organisé avec la librairie. Et donc, en plus, on a un TPE pour vendre les livres. Donc, un TPE, sachez-le, c'est pour la carte bleue. Donc, on a tout ce qu'il faut. Donc, si vous voulez acheter son livre, c'est tout à fait possible. Voilà. Je crois que j'ai dit les points essentiels. Je n'ai rien oublié. Donc, on peut démarrer. OK. Je disais donc. Donc, première question. Puisque, en fait, quand même, je disais, la thèse du livre est assez originale, puisque sortir un livre en septembre, alors qu'en juillet, il y avait une Assemblée nationale qui comprenait 126 députés, parce que tu dis 125, c'est une erreur, 126 députés du Rassemblement national et des affiliés. Hein, parce que... Ah mince, il l'avait publié avant. Lui, la dissolution, c'est un complot. Et donc 125, apparemment, merci Harmonie, 125 députés du Rassemblement national. Le gouvernement, vous avez noté que Lucie Castex n'avait pas été nommée première ministre, donc on a Barnier. On a effectivement, donc on peut se dire, bon, c'est vrai que dire que la France ne se droitise pas, à première vue, ça ne semble pas évident. Alors moi, et par ailleurs, tous les sondages que tu commentes à loisir, à vrai dire, sur ton temps libre, le week-end, tu adores regarder des sondages, et donc tu dis que les sondages ont tort, en fait. Donc finalement, c'est pas tout à fait ça. Et justement, je te laisse démarrer. Et donc, tu dis, en tout cas, que l'impression qu'il donne et les commentaires qu'on en fait sont biaisés. Et donc, justement, alors explique-nous ça. Comment se fait-il que la France ne se droitise pas, hein, tu nous dis ça. Donc, je t'invite à nous démontrer. Alors, on va se passer peut-être des aspects méthodos, hein, parce que je sais que tu adores ça. Il fait les cours de méthodo à Sciences Po Bordeaux. Et il y en a beaucoup, il y a plusieurs dizaines de pages là-dessus dans le livre. C'est pas...
C'est pour essayer de limiter, on n'a que 20, c'est pour ça. Et donc, mais au-delà des aspects méthodaux, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer à long terme, puisque tu as une analyse à long terme de ce sujet, en quoi la France ne se doit-il pas, et même ce serait plutôt le contraire. Je pense qu'il faudrait dissocier les questions culturelles et les questions économiques et sociales. Merci Timothée. Bon, alors, je vous préviens, n'hésitez pas à me aider si la voix porte pas assez, parce que j'ai l'habitude d'avoir un micro, c'est beaucoup plus cool. Je suis très content de faire partie de ce club des dégarnis honoraires. Comme ça, j'ai l'impression de vivre une nouvelle vie, tout ça, tout ça. Merci d'avoir Timothée, merci à vous deux, voilà, à Hyper Echo de me laisser donner cette occasion. C'est la première fois que je fais. Enfin, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de conférence avec une bière pour me détendre. Je suis un peu triste que tu me dises de passer à côté de la méthode, parce que non, non, mais justement, un des soucis aujourd'hui, c'est notamment d'où on parle d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que sinon, ça serait juste un essai de plus. Et je serais juste une sorte d'Éric Zemmour, mais avec des cheveux et non plus jeune. Non, mais c'est d'autant plus important que la thèse centrale du livre, c'est qu'il n'y a pas de droitisation par en bas, il n'y a pas de droitisation du côté des citoyens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droitisation ailleurs, on y reviendra, mais c'est surtout que derrière, le vrai souci, c'est comment on fait parler des citoyens qui souvent se taisent. Et qu'est-ce qu'on mobilise pour dire que la société souhaite ça, les Français souhaitent ça, etc. Et en fait, quand on fait le point, vous avez un nombre conséquent, notamment de responsables politiques, de sociologues, d'experts et autres, qui vont vous dire les Français pensent que. Et donc, d'où parlons-nous pour dire que les Français pensent différemment de ce qu'on entend? Est-ce que quelque part, j'ai plus de vie que Michel Barnier? C'est un vrai enjeu. Et donc, du coup, effectivement, c'est notamment un vrai enjeu parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on se retrouve effectivement avec tous les commentaires qu'on peut avoir, on se retrouve, les élus ici présents le savent bien, quand on va sur les marchés, on se fait alpaguer. Et donc, effectivement, c'est des retours de terrain. Et donc, toute la question, c'est quelle est la représentativité de ces retours de terrain? Quelle est la représentativité des réseaux sociaux? Quelle est la représentativité de tous ces moyens qui nous permettent de cumuler un nombre conséquent je ne vois pas, mais je suis désolé. Voilà, c'est parce qu'il ne faut pas que je m'éloigne non plus de l'ordinateur, c'est assez terrible. Si je me lève de l'ordinateur, je vais me faire engueuler. Donc voilà. Et donc, quand on fait le point, on se retrouve dans une situation, on sait quoi, on a quoi aujourd'hui pour savoir ce que pense la société. Ce d'autant plus que je suis un grand consommateur de sondages, mais les sondages, c'est biaisé de plein de manières différentes. C'est biaisé parce qu'on n'aura pas forcément les bons échantillons, c'est biaisé surtout par les questions qu'on pose, notamment la manière dont on les pose. Et donc, je sais, quand je travaille par exemple sur le baromètre racisme de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que je peux vous sortir des questions qui vont vous donner l'impression que la majorité des répondants sont xénophobes, et des mêmes répondants peuvent être considérés comme complètement ouverts sur d'autres enjeux. Par exemple, la question sur l'immigration est la principale cause de l'insécurité, ça marche bien pour la xénophobie. L'immigration comme source d'enrichissement culturel, ça marche bien pour l'ouverture. Donc on sait quelque part que des questions de sondage, ce n'est pas neutre. Voilà, une fois qu'on sait ça, une fois en plus qu'on sait qu'aujourd'hui, on a un nombre conséquent d'acteurs politiques, médiatiques, qui de fait utilisent les sondages pour faire accroire, faire passer leur message, et donner l'impression qu'effectivement leur message est soutenu par une majorité des répondants, là on a un vrai souci. Donc de fait, la méthodologie, en fait, ce n'est pas juste un truc de scientifique pour faire le kéké. C'est aujourd'hui un enjeu démocratique majeur. Une fois qu'on a dit ça, quand on parle de droitisation, il faut qu'il y ait un avant et un après. Et quand on parle de droitisation, il faut pouvoir remonter le plus loin possible. Après tout, effectivement, si on prend par exemple 2022 par rapport à 2024, on n'aura peut-être pas cette impression-là. Ce que j'essaye de faire, c'est du coup de prendre les sondages au sérieux et de récupérer ce que mon collègue James Stimson avait commencé à faire en France, mais avait surtout fait aux États-Unis, c'est-à-dire de récupérer toutes les séries de questions qu'on a en main et sur lesquelles on peut travailler. Et du coup, ça nous permet même de remonter jusqu'aux années 70, à un moment très particulier où le Parti communiste faisait des scores à 2 chiffres, où les Verts n'existaient pas encore, et ne parlons pas des Insoumis, où les Républicains s'appelaient le RPR, et c'était Jacques Chirac, leur idole. Enfin, voilà quoi. Bon, il y avait déjà Michel Barnier. Donc, une fois qu'on fait ça, donc on est en capacité de récupérer ces différentes séries de questions et on peut les rassembler.
et regarder, par exemple, ce qui se passe sur les questions de rapport de genre, d'autorité, ce qui se passe sur les questions d'immigration, ce qui se passe sur les questions de demande socio-économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut plus ou moins d'État, est-ce qu'on veut plus de redistribution ou moins de redistribution? Et ce qu'on constate notamment sur les enjeux culturels, c'est-à-dire justement l'égalité de genre, autorité, immigration, c'est qu'on vient d'un monde qui craignait vachement. C'est-à-dire que si on reprenait effectivement les données de l'époque, sérieusement, vous ne voudriez pas de cette société. Hein, en termes de racisme biologique, en termes de place des femmes, en termes d'avortement, en termes de peine de mort, cette société-là était une société extrêmement conservatrice, qui de fait a considérablement évolué vers plus de tolérance et de compréhension. Et sur le socio-économique, il y a des hauts et des bas. Et ça dépend de beaucoup de choses. Mais typiquement, il faut se souvenir qu'au moment où François Hollande arrive au pouvoir, eh bien, il y a des demandes de redistribution qui n'avaient jamais été aussi fortes que depuis les années 70. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croyaient vraiment que l'ennemi, c'était la finance. La question après, c'est est-ce que ça a été vraiment la finance pour le gouvernement qui a suivi? Vraie question. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on constate sur le culturel que cette évolution vers plus de tolérance s'est portée par l'élévation du niveau de diplôme, où les profs vous servez vraiment à quelque chose. Ça, c'est pour les lecteurs d'Alter Eco, c'est bien ça. Hein. Mais le renouvellement générationnel, effectivement, les générations qui arrivent sont des générations plus tolérantes, même au même âge qu'auparavant. Et surtout, on ne pourrait pas comprendre ces évolutions si les déjà là ne changeaient pas. Et donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On pense que plus on vieillit, plus on devient conservateur. Mais en fait, quand on prend le temps long, on a l'effet inverse. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus j'ai l'impression qu'on devient ouvert. Alors, peut-être pas tout seul, il faut peut-être les aider. Hein, il faut parler aux tontons racistes dans les dîners. Il faut faire attention à ça, parce qu'au bout d'un moment, bon, d'accord, il va vous traiter de woke. Mais peut-être que ça finit par semer des petites graines et peut-être que ça le fait bouger. Et on sait, notamment sur les questions de réchauffement, de dérèglement climatique, on sait sur les questions de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, etc., que les enfants réussissent à faire bouger les parents et réussissent à faire bouger les grands-parents. Mais il en va aussi des rôles de genre, il en va aussi de la tolérance à l'endroit des immigrés, de la diversité culturelle. Et sur le socio-économique, le truc quand même super important et intéressant, notamment du côté du PC, c'est que les ouvriers continuent à être en demande de redistribution. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des hauts et des bas. Et donc, effectivement, les indépendants, les cadres sont pour payer moins d'impôts, un état minimal. Mais les ouvriers et les employés, ils sont toujours sur cette logique. Donc voilà, on est dans une société qui ne ressemble pas vraiment à celle qui a été dépeinte lors d'une déclaration de politique générale la semaine dernière. Merci beaucoup, Vincent. Alors, ce que tu dis, donc, tu distingues beaucoup le parent bas et parent haut, hein, et donc tu distingues voilà, les citoyens du bas qui, effectivement, ont des évolutions qui correspondraient plutôt à une gauchisation, finalement, tu emploies le terme, hein, à un moment donné dans le livre, notamment sur les questions culturelles, mais avec des résistances dans le développement socio-économique. Et pourtant, voilà, en haut, ça va plutôt dans le sens inverse. De ce point de vue, d'ailleurs, je remarque que tu es presque hollandiste, parce que tu défends la politique de l'offre. Tu dis c'est l'offre politique, finalement, qui façonne la demande citoyenne. C'est ça que tu dis, avec des enjeux. Les deux mots-clés, c'est agenda, mise à l'agenda, les deux termes de sciences politiques, mise à l'agenda et cadrage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, comment tout ça se produit et comment, finalement, les opinions peuvent être ou pas façonnées, quelles sont les résistances aussi? Alors, on pourrait avoir une politique de l'offre de gauche, hein, c'est possible. Mais effectivement, c'est un truc qu'on connaît bien en fait en sociologie des médias, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon un combat pour de quel sujet parle-t-on. Et effectivement, si on parle d'immigration, d'insécurité, c'est autant de temps d'antenne et de temps et de temps de cerveau disponible en moins pour d'autres sujets. Sur des règlements climatiques, par exemple. Inégalité sociale, éducation, etc. Le temps que vous passez sur l'abaya, c'est le temps que vous ne passerez pas sur les indices de position sociale des lycées et des collèges. Et donc, effectivement, il y a un enjeu. De la même façon, c'est vieux comme la politique. Une fois qu'on essaye de placer son enjeu, on essaye aussi de placer sa manière d'en parler. Typiquement, aujourd'hui, quand on parle d'insécurité, on ne parle pas de prévention. On ne parle pas d'instruments sociaux pour lutter contre l'insécurité ou contre la délinquance. Non, on va être sur l'ordre. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un combat politique et il est extrêmement dur
notamment une fois que le terrain politique a été façonné de cette façon-là, il est extrêmement dur de faire entendre une musique différente. Mais attention, et c'est là où l'offre peut se tromper, c'est que l'offre, effectivement, tient, mais du coup, du côté des citoyens, ça peut aboutir à une sortie du jeu. C'est-à-dire que ces élections-là, ces partis-là, ne parlant pas de mon histoire, mais je n'y vais pas. Et c'est donc, en fait, c'est un des hiatus, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut même se demander si l'offre a-t-elle encore besoin de la demande. Une fois que l'offre est présente, une fois que le cadrage de récit dominant a été imposé par en haut, est-ce que quelque part, ce qui se passe chez les citoyens, ça joue encore? Réfléchissez-y, mais depuis un mois, effectivement, les logiques du vote de juillet dernier, on n'en parle plus. Les citoyens, on n'en parle plus. La mobilisation, on n'en parle plus. Cette espèce de mouvement assez incroyable, on y reviendra, entre les deux tours de mobilisation vers le front favorable contre le Rassemblement national et favorable au Front républicain, c'est des phénomènes assez impressionnants. Donc, on n'en parle plus parce que, de fait, on est effectivement face à des élites politiques qui ont intérêt à faire croire que leur récit est le récit dominant. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où des citoyens démissionnent. Et ils démissionnent de plus en plus, et de manière de plus en plus massive, et particulièrement dans les jeunes générations. Il y a qu'il fut un temps, l'abstentionnisme, les non-placements sur l'échelle gauche-droite, la non-proximité partisane, c'était du bruit statistique ou des citoyens dominés. On considérait effectivement dans les données que c'était les moins intéressés, les moins diplômés, etc. C'est plus simple. Les abstentionnistes aujourd'hui sont des abstentionnistes qui sont quasiment majoritaires dans les catégories populaires, même au moment des législatives. Le RN se proclame le premier parti ouvrier de France. Alors c'est vrai, par défaut, mais vous avez quand même 46% des ouvriers qui ne se sont pas déplacés. Et 46% des moins de 30 ans. Ça nous raconte quelque chose. Et ce n'est pas des gens sans avis. C'est des gens qui, effectivement, ne se contentent plus de cette politique-là. Et donc, en démissionnant, effectivement, eh bien, ils donnent de la place à d'autres. Ils laissent de la place à d'autres. Et typiquement, ça va être les générations du baby-boom. Et parmi les générations du baby-boom, de plus en plus, les plus conservateurs. Tous les boomers ne sont pas conservateurs. Donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Ce d'autant plus qu'en fait, une élection, c'est une question. Et ces questions, on sait que si on avait fait un référendum sur la réforme des retraites, on ne serait pas à 2 tiers de voix de droite. Bien au contraire. Même si on avait fait des référendums sur la Convention citoyenne sur le climat, vraisemblablement que les choses auraient été beaucoup plus équilibrées que ce que donne le score de ELV au moment des européennes ou au moment des législatives. Donc là, on a un vrai enjeu. C'est-à-dire que l'élection n'est pas, est une manière de mesurer les préférences, mais est une manière qui est biaise aussi. Et de fait, et on le sait très bien, mettre un bulletin dans une urne, ce n'est pas nécessairement adhérer au candidat, à son programme, et lui laisser un blanc-seing. C'est fini ça. C'est bien le souci. Merci. Juste avant d'aller sur la question référendum, solution que tu évoques, est-ce que tu peux préciser quand même, politique de l'offre, c'est aussi organisé. C'est-à-dire, on a pu parler de certains médias. Alors, il y a eu le cas, évidemment, Bolloré, qui est très connu. On a vu aussi Sternin, Sterrin, je dis tout le temps. Voilà, bon, enfin, vous avez compris. Celui qui voulait racheter Marianne. Encore plus méchant. Voilà, il a l'air méchant, lui. Et donc, l'humanité a dévoilé une note un peu stratégique où il voulait justement attaquer le wokisme, puisque tu en parlais, le socialisme évidemment, etc. Bon. Et donc, on voit qu'il y a une construction de l'offre aussi. Est-ce que tu peux peut-être en redire un mot? Et puis les effets de filtre, en fait, les boucles de filtre, comme tu en parles aussi, vers cette idée qu'il y a une surmobilisation aussi d'un camp. Oui, tout à fait. Là, c'est un vrai enjeu également démocratique. Ce que tu racontes de ce terrain, parce que j'ai trouvé super intéressant dans le travail de l'humanité de ce point de vue-là, c'est que ce terrain, par exemple, veut acheter un institut de sondage. Donc, il a très bien compris effectivement à quoi ça pouvait servir un sondage. Il veut faire un baromètre sur l'immigration. Alors, je ne me sens pas visé personnellement, mais je pense que c'est la CNCDH qui est visé personnellement. Voilà, en tant qu'institution. C'est aussi l'INSEE et l'INED avec trajectoire et origine. Bref, c'est aussi quelque part une manière d'attaquer tout ce que la sociologie et les sciences sociales montrent des phénomènes sociaux. Dans les questions d'immigration, ben, typiquement, on a un nombre désormais conséquent d'études qui nous montrent que si on réfléchit en termes d'intégration, ben, ça se passe finalement plutôt bien. Là aussi, vraisemblablement grâce aux profs. Voilà, et grâce aux institutions scolaires et tout ce qu'on réussit à faire collectivement pour que effectivement ça se passe bien.
Donc, c'est un enjeu essentiel. Et effectivement, aujourd'hui, là encore, ça revient à ce que je te disais. Est-ce que l'offre a besoin de la demande? Quelque part, CNews peut très bien vivre en vase clos. Après tout, ça suffit. Ça suffit. Ils tiennent le crachoir et surtout, ils ont des relais au-delà de leur chaîne. Alors, bien sûr, il y a les autres médias Bolloré, mais il y a ce qu'ils font à d'autres offres médiatiques plus centristes. À tel point qu'aujourd'hui, enfin, ça fait bizarre pour des vieux comme Timothée et moi. Ouais, j'ai décidé que tu avais le même âge que moi. Mais aujourd'hui, TF1 et Ouest France sont considérés comme des médias de gauche. Ça fait quand même super bizarre. Du coup, je ne sais pas ce qu'est l'humanité. Hein. Le canard enchaîné. Je ne sais pas où ça les met. Du coup, si TF1, c'est la gauche. Mais ça vous dit vraiment, effectivement, la manière dont cette entreprise médiatique et les individus qui tournent autour, les intellectuels, les journalistes, ils ont des cartes de presse, réussissent à imposer sur leur manière de parler de la société. Et c'est un des trucs qui, à mon sens, est probablement un des plus graves, parce que, effectivement, non seulement ça parle à l'offre, mais ça va parler à certains citoyens. Je me souviens effectivement de Crépol. Rappelez-vous ce que CNews a pu dire, et pas que CNews, à peine un jour, 2 jours après ce qui s'est passé à Crépol, c'était un francocide, c'était une guerre des civilisations. Quand les journalistes qui étaient sur place, qui étaient vraiment sur le terrain, qui eux étaient vraiment avaient les pieds dans la glaise, quoi. Ils n'étaient pas sur les plateaux à Paris, se faisaient traiter limite de collabos, quoi. Et donc on est dans des moments où effectivement, même les gens qui font, les journalistes qui font leur boulot se font attaquer sur ces questions-là. C'est très très troublant. C'est très très inquiétant, notamment parce que ça pèse sur les autres rédactions. Ça oblige certains médias à se dire, bon, mais il va peut-être falloir qu'on ait un chroniqueur réel. Voilà, notamment sur France Inter. Et l'autre enjeu que ça produit, c'est finalement que ça a un effet effectivement de renforcement chez un nombre conséquent de citoyens. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, les bulles de filtre, l'idée qu'effectivement on s'approcherait uniquement à un certain type de médias. Quand les militants communistes ne lisaient que l'Humanité, les militants RPR ne lisaient que Le Figaro, il y avait des bulles de filtre. OK. Mais ils étaient régulièrement obligés de regarder la même émission sur France 2, pardon, Antenne 2 à l'époque. C'est pour les plus jeunes. Hein. Voilà, Antenne 2. Donc, ils étaient quand même obligés de se confronter à une information différente. Aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une situation où on est chacun dans son couloir. Et ça pose un vrai souci. Il faut quand même se souvenir qu'au moment de 2022, il y avait des électeurs zémoriens qui étaient persuadés que Zemmour allait être au second tour. Donc, d'où ça vient? Ce n'est pas juste du wishful thinking, c'est que vraiment, ils ont cru, à travers les réseaux sociaux, à travers ces news, à travers effectivement cette mécanique d'entraînement, qu'il y avait un vote caché. Et donc ça doit nous interroger aussi sur notre capacité à faire exister certaines idées, certains résultats des sciences sociales, certains enjeux, au-delà, effectivement, des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on est content de discuter. Et ça, c'est pas rien, et c'est de plus en plus difficile. Alors peut-être une dernière question avant de passer la parole à la salle. Tu l'évoquais, il y a eu le nouveau Front populaire, le Front républicain, donc il y a des formes de résistance démocratique de ce point de vue qui s'organisent. Et toi-même dans le livre, alors tu conclus, tu développes absolument pas, mais tu conclus. Donc on sent le deuxième livre arriver, mais bon, ou pas, mais sur la nécessité de revoir les processus démocratiques et notamment de valoriser le référendum. Quand même, en France, on a une tradition du référendum un peu particulière par ailleurs. Hein, voilà, le bonapartisme et le gaullisme a tout à fait réactivé ça. Et quand on parle de construction de l'offre, par ailleurs, ça peut poser des questions aussi de faire des référendums. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as d'abord, quelles sont les résistances démocratiques et comment elles peuvent trouver un débouché politique d'une certaine façon? Alors, c'est là où il faut vraisemblablement aussi se comparer. C'est-à-dire, je pense qu'on est dans un système institutionnel particulièrement problématique. C'est-à-dire que typiquement, un président américain, ça a du pouvoir, mais il y a plein de contre-pouvoirs capables de déconstruire son action. Typiquement, le Congrès américain peut s'opposer même à un retour de Donald Trump. Et puis, je ne parle que du fédéral. Si on rentre au niveau des États, il y a encore d'autres contre-pouvoirs. Et puis, il y a une société civile. Et puis, il y a une vraie culture, effectivement, d'opposition face à des pouvoirs qui déconneraient. Dans notre cas, on est quand même dans une démocratie qui reste extrêmement centrée sur l'exécutif, qui reste extrêmement centrée sur ce mythe de la rencontre d'un homme et d'un peuple. Coucou, j'avais un candidat et coucou, vous m'attendiez, voilà. Sérieux.
On le sait au niveau local, on le sait au niveau départemental, régional, national. La politique, c'est pas juste une personne. Ça peut pas fonctionner comme ça. On le sait, et sinon, justement, un des soucis quelque part du macronisme, ça a été ça. Il manage un petit peu comme un chef d'entreprise sans contre-pouvoir, sans contrebalancier. Donc, on est effectivement aujourd'hui dans un système institutionnel qui pose problème. On est également face à une culture politique, notamment du côté des élites, qui pose problème. Et là, bon, c'est là où je bats ma coupe. Je pense qu'effectivement, dans les instituts d'études politiques, on n'a pas suffisamment appris à penser par le doute, quoi. Quelque part, hein, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, etc. Bon, ça fait des super plans en deux parties de sous-parties, et à la fin, ça se proclame épidémiologue. Mais il faut se rendre compte, effectivement, que ça ne vient pas de nulle part, cette culture-là, cette espèce de verticalité, cette idée qu'on peut avoir raison contre le peuple. Et quelque part, souvenons-nous effectivement de 2005, le dernier référendum national. On est quand même un des rares pays où on a décidé par voie parlementaire de renverser une décision majoritaire avec quand même un taux de participation à 69%, soit plus que la plupart des élections législatives, y compris la dernière. Enfin, il y a un moment, quand même, se rendre compte de ce que ça fait. Dans d'autres pays, je pense à l'Irlande, ça ne s'est pas passé comme ça. L'Irlande a dit non à plusieurs reprises. Et donc, bah, du coup, il y a eu une négociation, et il y a eu de nouveaux référendums, et là, elle a dit oui. Donc, effectivement, le référendum pourrait être, effectivement, quand Marine Le Pen parle du référendum, c'est dans la logique plébiscitaire. Dans la logique de vouloir enjamber tous les contre-pouvoirs et l'état de droit. OK. Mais il n'y a pas que ça. Quand les Gilets jaunes parlent de référendum d'initiative citoyenne, c'est effectivement remettre au centre du jeu des citoyens dans leur capacité à pouvoir porter des projets collectifs. Et mine de rien, ça se passe dans plein de pays. Alors, tu parlais de la Suisse. Alors, Suisse, il y en a trop. Donc, du coup, ça crée une forme de lassitude politique terrible parce que tous les 2, 3 mois, il faut se choper 10 référendums et avoir des avis sur 10 questions. C'est effectivement beaucoup trop. On n'est pas face à des citoyens qui vont être des citoyens à temps plein. Mais aux États-Unis, le mariage homosexuel est régulièrement passé par référendum. L'augmentation du SMIC est régulièrement passée par référendum. La libéralisation de la marijuana est passée par référendum. Bref, c'est pas. Et même l'avortement a été défendu par référendum contre la démocratie parlementaire dans certains États américains. Donc, effectivement, il y a un moment, il faut réfléchir à c'est quoi la démocratie? En France, on pense que la démocratie, c'est la démocratie représentative. C'est l'adjectif qui compterait plus que le nom. C'est en fait une démocratie élective, avec des élus qui peuvent choisir pour les citoyens. Il y a plein d'autres formes de démocratie. C'est pas simple. On le sait au niveau local que c'est pas simple, hein, de mobiliser des citoyens et tous les citoyens et faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais parmi les citoyens qui viennent dans les réunions de quartier ou dans les conventions citoyennes. On sait que c'est un enjeu essentiel. Mais si on ne le fait pas, effectivement, ce qui va nous arriver, c'est la démocratie simpliste. C'est la démocratie de l'homme ou de la femme forte. Et donc, c'est en cela qu'effectivement, on est aujourd'hui à croiser les chemins. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de citoyens capables de jouer leur rôle. Ils n'ont jamais été. Alors, on reproche parfois de dire le diplôme, le diplôme. Le diplôme est un des indicateurs qui montrent que les citoyens sont capables de jouer leur rôle. Mais on le sait parce qu'ils sont capables d'aller sur Internet, ils sont capables de s'informer, ils sont capables de contester, ils sont capables de lire des trucs, de devenir des experts de leur propre cause. Et là aussi, au niveau local, le nombre de fois où des citoyens se pointent avec des dossiers COMAC, avec un certain nombre de références, etc., ça nous montre bien que suffisamment motivés, on est face à des gens qui ont envie, quelque part, de faire bouger les choses. Alors parfois uniquement pour leur gueule, mais dans beaucoup de cas, pour autre chose et pour notamment des projets de société. Et un des trucs qui me chagrine le plus dans le bilan macroniste, c'est que le gars, il aura quand même réussi à nous casser tous les outils de démocratie participative. Le grand débat, ok, des gens se déplacent, ça ne sert à rien. Les cahiers de doléances, il y a un nombre quand même conséquent de citoyens qui sont allés en mairie pour écrire des trucs et qui racontent des choses et qui, semble-t-il, enfin, il y a une très jolie thèse en ce moment au CED qui travaille sur les cahiers de doléances en Gironde. Enfin, il y a des gens qui se sont mis à nu dans ces cahiers de doléances. Et rien à faire, ce n'est pas un souci. On passe à autre chose. Les conventions citoyennes, ça nous a bien prouvé que les gens sont capables de parler du climat, sont capables de parler de la fin de vie, sont même capables de parler, je ne sais pas à Bordeaux, bref, ils sont capables de parler de plein de choses. Dès lors qu'on leur donne les informations, dès lors qu'on les nourrit, ils sont capables non seulement de parler de plein de choses,
de réfléchir à plein de choses et d'avoir des décisions qui sont loin d'être bêtes et qui même donnent l'impression d'être meilleures que certaines des décisions politiques. Donc voilà où on en est. Et si on ne fait rien, effectivement, on va se retrouver dans cette situation où vous avez un nombre conséquent de partis, de responsables politiques qui se satisfont pleinement de rester sur la logique de l'urne. Et une fois qu'on a mis l'urne, ça y est, vous laissez les grandes personnes décider. Effectivement, ça peut continuer comme ça. À ceci près qu'à côté, il y a des pans entiers de la société qu'on n'entend pas. Et qui ont pourtant des choses assez impressionnantes à dire. Et qui vont donc, du coup, le dire en dehors de la politique. Merci beaucoup, Vincent, déjà pour ce propos préalable. Donc l'idée là, c'est aussi d'ouvrir, hein, évidemment, que la parole circule au sein de la salle. Je pense que je vais voir à peu près tout le monde. Oui, on va démarrer, puis après vous. Voilà, allez-vous. J'ai une question sur la préoccupation sécurité des sentiments. On a des porte-parole de la police au quotidien à la télé, des faits divers. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'était le cas dans le passé ou pas? C'est quelque chose qui est nouveau. Et est-ce que ça n'explique pas du tout ce qu'on a la police au quotidien à la télé, des faits divers à la télé, ça crée de la peur de l'autre, c'est de la peur de l'unité. Et donc, ça amène à voter. Je crois que c'est une question. Alors, je vous propose qu'on prenne plusieurs intervenir, hein, parce que sinon, chaque fois, il y a une réponse. Donc, ça permettrait de globaliser. Moi, j'avais une question parce qu'on avait vu il n'y a pas trop longtemps des statistiques montrant que les jeunes hommes, particulièrement de moins de 30 ans, devenaient de plus en plus rétrogrades sur la place de la femme dans la société. Est-ce que, certes, il n'y a pas de droitisation maintenant, mais est-ce qu'il y a pas une droitisation à venir? Bonne question. Je m'arrête là ou... On en fait trois, on en fait par trois. Salve de trois. Est-ce qu'il y a d'autres Allez, les deux. Ben, on fait les deux là. Vous êtes à côté tous les deux. Allez, voilà. Et après, on. Est-ce qu'on observe un petit droitisation géographique? Une zone de moins que d'autres. Et donc, j'avais une question. Ce que je pense, c'est l'essoufflement des mobilisations. Quel type de réponse Alors, Voilà, première. c'est quatre sacrées questions. Effectivement, je pense que sur la question de l'insécurité, il y a une volonté de faire du fait divers. Et en plus, le fait divers fait de telle manière qu'on va notamment parler de certains faits divers et pas d'autres. Hein, typiquement, de quel féminicide a-t-on parlé lors des 3-4 derniers mois par rapport à l'ensemble des féminicides? Hein, c'est notamment l'histoire de Philippines, parce qu'il y a un immigré en OQTF, parce que ça permet effectivement de laisser à croire, et c'est là aussi un combat politique, que de faire, d'essayer de dire que le vrai danger pour les femmes en France aujourd'hui, c'est les jeunes hommes musulmans qui en plus sont en plus en situation irrégulière, tout ça, tout ça. Donc bien sûr que c'est un agenda politique, bien sûr que c'est un cadrage politique. Et quand on réfléchit à qui parle au nom des policiers, effectivement, c'est pas n'importe quel syndicat policier. Il y a quand même beaucoup de syndicats policiers différents et qui ne portent pas les mêmes choses. Il suffit juste de regarder un certain nombre de ces syndicalistes policiers, leur carrière politique est ex-post. Étonnamment, ils tombent rarement du côté du nouveau Front populaire. Alors que des flics de gauche, ça existe, hein, et qui ne font pas passer autre chose. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu. Mais cet enjeu, il est vieux. Enfin, on a déjà le même truc en 2005. C'est-à-dire qu'en 2005, on ne parle des quartiers que parce qu'il y a des émeutes. Et en plus, on part du principe que les émeutes sont nécessairement des trucs apolitiques. C'est complètement oublié qu'il se passe plein d'autres choses dans les quartiers. Effectivement, il y a eu des bibliothèques qui ont cramé, bien sûr qu'il y a eu des commissariats qui ont cramé, il y a eu plein de gamins qui ont passé leur bac et qui ont fait des études supérieures. Il y a plein d'associations qui font un boulot de dingue. Il y a plein de réseaux de solidarité qui font que les quartiers ne sont pas des no man's land politiques où ne règnent que les dealers. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, c'est là où la sociologie, les éducateurs, les associations ont des choses à dire. Tout simplement, vous voyez bien que ce n'est pas ce qui va passer le mur du son de ces news. Ça ne les intéresse pas, hein, les éducateurs de rue, ça ne les intéresse pas, les associations de quartier, ça ne les intéresse pas, les sociologues qui vont faire des enquêtes ethnographiques à Lormont ou ailleurs, même d'ailleurs, ils ne savent pas où c'est Lormont, il ne faut pas se leurrer. Voilà, donc effectivement, ça fait partie des enjeux que de rendre visibles des réalités différentes. Mais c'est ce que faisait le Bondi Blog depuis très très longtemps. Et qu'est-ce
le Bondi Blog, je pense que certains d'entre vous, moi aussi, je le regarde régulièrement, mais ça s'arrête là, quoi. Sur la question des jeunes hommes, effectivement, il se passe quelque chose. Effectivement, alors, c'est pas simplement sur la question de genre, c'est aussi sur les questions d'immigration. Hein, c'est aussi sur les questions d'homosexualité. Et donc, effectivement, on est là dans un moment où, depuis MeToo, et pas que MeToo, effectivement, les jeunes filles ont pris leur place et refusent un certain nombre de choses qui paraissaient être acquises. Alors, effectivement, ça perturbe Pascal Pro, mais ça perturbe aussi des jeunes hommes. Ils se retrouvent dans des situations où, effectivement, ça ne l'aurait plus dû. Et donc, effectivement, ils ne peuvent plus draguer comme on leur avait appris à draguer. Ils ne peuvent plus se comporter comme on leur avait appris à se comporter. Donc, effectivement, c'est des grosses tensions. C'est des tensions qu'on retrouve au niveau des masculinistes, qu'on retrouve au niveau des incels, qu'on retrouve en France, qu'on retrouve au Royaume-Uni, qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve au Canada. Et donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez compliqué et d'assez dur. Il semble que, du coup, ça joue notamment sur les logiques de vote. Grosso modo, moins de 35 ans femmes, ben, ça vote très majoritairement à gauche. Moins de 35 ans hommes, et ben, il y a une attirance pour certains partis de droite, d'extrême droite bien conservateurs. Et effectivement, c'est un souci. La question est, est-ce que c'est un moment particulier? Est-ce qu'on est là, en fait, face à un effet de génération qui va se cristalliser, qui va donc polluer les relations de genre dans les 30-40 ans qui viennent? Ou est-ce qu'on est face à un effet d'âge, c'est-à-dire un moment particulier où ces mecs ne savent pas trop où ils en sont, et où effectivement ça va peut-être bouger une fois qu'ils auront un peu mûri, quoi. Donc là, c'est un vrai enjeu. Je n'ai pas de réponse, mais simplement, on a un nombre conséquent de travaux sur cette question. Je pense notamment à Ania Burovic, qui est une ancienne doctorante à Montréal-Médère et qui continue sur ça, et je trouve qu'elle fait un travail remarquable. Sur les droitisations des territoires, ben oui, il y a des... C'est-à-dire que, notamment, et on le voit sur le périurbain, on le voit alors même, en gros, un des trucs, mais grâce à Timothée, j'avais pu faire ça. J'avais pu faire une très belle enquête sur Bordeaux et la Gironde. Un des trucs les plus frappants, c'est que les endroits où on nous dit il y a trop d'immigrés, c'est les endroits où il n'y a pas d'immigrés, quasiment pas. Et c'est très frappant parce qu'on se trouve même dans une situation où on a des jeunes gens qui s'avèrent plus xénophobes que des vieux bordelais. Et voilà, ils disent plus souvent qu'il y a trop d'immigrés. Donc effectivement, ça joue. Et ça joue, et là, on peut se demander s'il n'y a pas un effet des médias. On peut se demander s'il n'y a pas un effet même des médias locaux. Je me souviens à un moment où Sud-Ouest nous faisait une série d'enquêtes sur des agressions au couteau à Bordeaux. Eh bien, étonnamment, du coup, ça se retrouve. L'enquête a eu lieu à peu près au même moment. Et quand on posait la question, est-ce que Bordeaux peut se balader tranquillement la nuit? Et des gens qui ne venaient jamais à Bordeaux disaient que non. Alors que des gens qui vivaient à Bordeaux disaient oui. Donc, vraisemblablement que là, il y a un travail collectif à rendre visible, effectivement, ce que sont les réalités territoriales. Voilà, donc il se passe des choses, mais et typiquement, la question, c'est ce vote RN qu'on va retrouver dans le Médoc, qu'on va retrouver dans le Blayais, qu'on va retrouver dans l'Entre-deux-Mers. C'est effectivement un vote dont on a l'impression que ça a à voir avec des questions d'immigration, et c'est pas simplement ça. C'est effectivement aussi des questions qui renvoient à l'impression d'être moins bien traité, parce qu'on donnerait tout au quartier populaire de Lormont, ce qui est faux. Mais c'est un vrai souci aujourd'hui de vivre ensemble et de capacité pour ces individus, pour ces habitants, de se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on leur vend comme étant le truc qui devrait les scandaliser, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais là aussi, aujourd'hui, ben, c'est dur de faire vivre des associations dans ces territoires, c'est dur de connecter tout le monde, c'est dur d'avoir des débats, c'est dur de faire du collectif. Ça arrive. Il y a plein de territoires, je pense au Lot, je pense effectivement à Créon, je pense à Goulbourg, où il se passe plein de trucs. Là encore, ce ne sont pas des no man's land. Mais ce n'est pas forcément ceux-là qui vont voter, et ce n'est pas forcément ceux-là qui vont voter. Et sur l'épuisement, ben oui, aujourd'hui, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que vous le voyez bien sur les questions de dérèglement climatique, sur les questions d'inégalité sociale, sur les questions de discrimination, sur les questions de réforme des retraites. Vous avez vu le nombre conséquent de manifestations qui ont pu avoir lieu. Et donc, effectivement, à un moment, et ça peut aboutir à décider de cultiver son jardin bio, quoi, parce que n'en peut plus. Et quelque part, il y a eu des études super intéressantes sur les gilets jaunes, notamment ces gilets jaunes qui sont restés connectés au mouvement pendant des mois et des mois. Bon, ben, à un moment, ils s'épuisent.
font des burn-out militants, parce qu'ils ont l'impression que tout ça, ça sert à rien. Alors, c'est pas si vrai, mais simplement, effectivement, ça a du mal à passer au national. Et c'est peut-être là un des enjeux compliqués, c'est que les énergies militantes, les énergies associatives, elles sont dispatchées dans plein d'organisations où on a tous l'impression qu'on peut apporter notre contribution. Simplement, à un moment, mais, toutes ces énergies, il faudrait qu'elles puissent se fédérer vers des organisations partisanes. Mais encore faudrait-il que ces organisations partisanes aient envie, effectivement, de se fader tous ces militants. Et c'est un vrai enjeu parce que ceux-là, ils ne sont pas faciles à manager, hein. Ils ne se laissent pas faire, ça conteste, etc. Et c'est là où on arrive à un autre problème des partis, qui ont aujourd'hui des partis de professionnels, d'élus et de collaborateurs d'élus, qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir des militants qui viennent mettre le boxon. Ça, il va falloir que ça change. Il y en a quelques-uns ici qui sont développés. Alors, on va prendre. Je sais bien. Je sais bien. Alors, on va prendre quelques questions. Il y a une marque. On va refaire pareil, j'en prends plusieurs. Hein, donc, n'hésitez pas à lever la main. Oui, mais je rebondis sur la dernière question aussi. Parce que l'un des intérêts de ces différents organismes avec la concertation des acteurs, c'est non seulement le diagnostic, mais les outils que ça peut nous donner pour agir. Et donc, face à cet épuisement de la mobilisation, et face à une participation qui serait en temps réel, qu'est-ce qu'on peut au quotidien faire lorsque ceux qui ont décidé de kidnapper. Et moi, je veux dire qu'à propos de marches politiques qui sont préoccupés à des batailles apparatchiques. Donc, on décourage, Bernard Pénitent, reste la question est vaste, c'est que qu'on fait. Et puis, et donc, une question qui se diagnostique. Si la cotisation n'est pas aussi réelle qu'on le prétend, ça veut donc dire que le risque totalitaire qu'on a senti ces derniers mois avec la montée du RN, c'est de l'ordre du fantasme. Voilà. Merci. Alors, y a-t-il d'autres paroles? Oui. Une question parce que, à comprendre, j'ai l'impression que une des raisons pour lesquelles on a l'impression que la droitise, c'est parce que nos votes des personnes âgées est doublée, alors qu'elles votent de droite. Or, si on regarde les statistiques, les meurtres les plus de 60 ans votent essentiellement Macron sur la classe d'âge qui va pratiquement le moins à ce niveau national. Alors, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Merci beaucoup. Vous voulez reprendre la question parce qu'on n'a pas forcément entendu. Ce sera, oui, sur le. Bon, il le dira. Voilà. Merci pour cet esprit de synthèse. Ouais, C'est ton côté hollandais à toi. Et les radicalités, comme je disais, gauche, moi un petit peu dans l'ensemble de résistance par rapport à cette communauté. Ok. Merci. C'est une sacrée question. Hein. Vas-y, ça en fait la déjà. Ouais, ça en fait 3, ça en fait 4 même. Alors, sur les parties, j'ai bon espoir qu'il se passe des choses. C'est-à-dire que ça ne peut pas déboucher à un moment. Il y a tellement d'énergie collective, de capacités, de compétences disséminées dans la société occidentale que ça doit bouger. Et au Canada, on le sait, en Allemagne, on le sait, mais le souci reste qu'à un moment, on est coincé par cette logique de l'offre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un parti qui a réussi à faire quelque chose d'intéressant, qui part. D'accord, c'était des politistes espagnols, mais quand vous prenez Podemos, c'est typiquement un parti qui a essayé justement de lutter contre la loi des reins de l'oligarchie qui aboutit à ce que dans un parti, il y ait des élites et que ces élites prennent le pas sur tous les militants. Donc ils ont essayé. Ils ont essayé notamment en maintenant effectivement des cercles de discussion réguliers avec des citoyens. Les élus, typiquement, devaient prendre leur consigne auprès de ces cercles militants. Donc, il y avait une volonté de maintenir une forme d'horizontalité. Mais on sait qu'au bout d'un moment, ça aboutit quand même à des formes de découragement des citoyens, ça aboutit à des formes de professionnalisation des élus, parce que de fait, c'est compliqué.
de maintenir des formes de mandat impératif, c'est compliqué, de maintenir, de transmettre aux citoyens toutes les connaissances techniques nécessaires pour se prononcer sur un nombre conséquent de dossiers. Donc effectivement, je ne pense pas qu'on puisse avoir des citoyens à plein temps capables de tout voter, capables de gérer l'intégralité d'un conseil municipal. Les élus ici le savent, pour pouvoir avoir à se frapper, se coltiner avec les services techniques, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, vraisemblablement qu'on ne réussira pas à dépasser cette nécessité d'avoir des professionnels de la décision politique. Et c'est notamment pour ça que je pense qu'il est d'autant plus important de les faire changer de culture face aux citoyens. Que les citoyens ne soient plus les empêcheurs de décider en rond, mais effectivement des gens vers qui on va. Et des gens dont et on n'y va pas juste pour le plaisir, on y va pour discuter, les nourrir, leur permettre de prendre des décisions. Enfin, voilà quoi. En gros, il faut changer le logiciel des élus parce que sinon, on restera sur le truc. Sur le Rassemblement national, et ça permet de répondre aussi à eux, ben, bien sûr que le Rassemblement national est extrêmement haut. Il n'a jamais été aussi haut. Ben, voilà quoi, il a dépassé les 10 millions de voix. Et donc, et soyons clairs, ce ne sont pas juste des votes de mauvaise humeur, c'est des gens qui croient vraiment à la proposition du RN. Il y avait eu une enquête faite par mon très ancien laboratoire et qui demandait quel était l'état d'esprit des gens après la législative. Les électeurs du RN, c'est la colère. Ils ont l'impression qu'on leur a volé l'élection. Ça nous raconte aussi quelque chose de la responsabilité de certains médias qui leur ont bien insisté sur cette logique-là. On a vu ce que ça donne aux États-Unis, hein, cette rhétorique du on vous a volé l'élection. Donc effectivement, ce sont des électeurs qui croient effectivement que le RN aujourd'hui est une solution. Et de fait, quand on regarde de près ce positionnement, le RN se vend comme un parti qui va faire changer les choses. Qui va faire changer les choses sur l'ordre, qui va faire changer les choses sur l'économie, qui va faire changer les choses sur l'immigration, qui va aller contre tous ces contre-pouvoirs qui empêchent de prendre des décisions. Donc, effectivement, quelque part, c'est une proposition éminemment politique, le RN. Et c'est là où c'est dangereux. Ce d'autant plus, et c'est là qui permet de reboucler sur la question des boomers, c'est que jusqu'à une période récente, aucune génération n'est toute blanche, toute noire. Plus une génération est récente, plus elle est ouverte à l'immigration, mais il n'empêche que les jeunes qui étaient fermés à l'immigration n'avaient aucun problème à voter pour le RN depuis longtemps. En revanche, les boomers étaient beaucoup plus nombreux. Enfin, il y avait un nombre conséquent de boomers qui n'étaient pas racistes, qui n'étaient pas xénophobes. Ils existent encore, ils sont toujours là, et ils votent à gauche. Mais il y a effectivement un nombre conséquent de boomers qui, eux, étaient xénophobes, mais ne votaient pas pour le RN. Parce que c'était un vote qui ne se faisait pas. C'était un vote un peu sale, un peu trop populaire pour eux, sans doute. Mais c'est là où il s'est passé quelque chose en 2022, avec un Éric Zemmour, qui fait ses meilleurs scores chez les vieux, catholiques, tradis, etc., et plutôt riches. Et de fait, eh ben, qu'est-ce qui se passe en 2024? C'est que désormais, on a le même lien entre xénophobie et vote parmi les boomers. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sont des générations qui sont nombreuses et qui votent de manière systématique. Et en plus, les boomers de gauche, ils commencent à être atteints par les inégalités de vieillissement. C'est-à-dire que les ouvriers employés, les anciens ouvriers employés du baby-boom continuent à voter à gauche. Mais les inégalités font qu'ils sont en train de quitter la scène. Ceux qui vont rester, c'est effectivement le réservoir du RN. Alors, je ne me souviens pas de la dernière question. Si c'était la radicalité. Le truc rigolo sur l'histoire de radicalité, c'est que c'est vraiment une affaire de perception. C'est-à-dire que, effectivement, on pourrait avoir l'impression que la gauche s'est centralisée quelque part. Voilà, mais c'est pas ce que vont dire les macronistes. Les macronistes vont vous dire il y a le cercle de la raison, il y a les extrêmes. Il va y avoir même une tendance à vouloir effectivement antagoniser les extrêmes. Vraisemblablement que une des raisons pour laquelle on a eu d'aussi mauvais reports du centre et de la droite vers la gauche, c'est parce qu'on a quand même eu un Emmanuel Macron qui a passé son temps à mettre un signe égal entre le MFP et le Rassemblement national. Et ça, d'un point de vue politique et démocratique, c'est aussi un enjeu, c'est aussi un souci.
La politique, c'est des choix. Pourquoi les gens se mobilisent en 2005 pour le traité constitutionnel européen et pas pour le quinquennat en 2000? Parce que le quinquennat, il n'y avait pas de choix. Pourquoi on aurait peut-être dû voter non quand même. Mais dès lors qu'il y a des choix, les gens se mobilisent parce qu'ils savent de quel côté il faut qu'ils tombent. Quand on donne des choix aux gens, ça leur permet de se politiser, de se positionner. Quand vous avez un Emmanuel Macron qui vous dit il n'y a qu'une seule politique économique, c'est la mienne parce qu'on est les plus compétents et que désormais on est à 6% de déficit, c'est un peu inquiétant sur le cercle d'argent. C'était facile. Merci beaucoup, Vincent. On peut prendre encore les dernières salves. Alors, il y en a deux au fond. Voilà. C'est rare au fond. Moi, je me pose la question du plafond de verre constitutionnel. On vient de traverser une séquence assez équivoque quand même. Oui, on se mobilise, oui, on peut faire la qualité des choses énormes, entre jetant, etc. Mais on vient lutter sur la Constitution et comment on passe, on traverse, on repousse, on ne sait pas quel est le terme. On a bien compris qu'on reste toujours derrière la barrière de morale quand il arrive. Mais est-ce que c'est l'équilibre du système politique qui devrait être à l'homme de cette barrière fondamentale ou est-ce qu'on va buter finalement vers quelque chose de plus violent? Je ne sais pas. On prend plusieurs. Voilà. Moi, c'était ce que votre discours ne se cogne pas à notre paradoxe, qui peut se battre en Europe, où il y a une extrême droitisation, quasiment partout. Je pourrais même dire dans les pays occidentaux, aux États-Unis, même au Canada, où ça bascule. C'est-à-dire que ça bascule un peu partout. Donc, moi, j'ai des peurs, oui, Il y a une dernière question. Oui. La question que serait, alors, sur la question de l'approche politique, c'est quoi l'effet quand des politiques de gauche reprennent des propositions de droite de pouvoir régulation? Comme en 2012. Oui, Merci. Alors, s'il y en a une dernière, c'est maintenant. Allez, il y en avait d'autres. Et de question. En lien avec la question de l'extrême droite européenne, etc. Je reviens de Munich, je travaille pas seulement à Munich. Les Allemands nous expliquent qu'il y a un fort aussi développement de la l'AfD, notamment en Bavière, mais pas que. Et une partie de l'argumentation que tu viens de donner, c'est de dire on a un modèle démocratique, institutionnel qui fait que c'est pas représentatif, etc. On parle beaucoup de la proportionnelle, ce qui est le cas en Allemagne, très loin dans la mise en œuvre de la proportionnelle. Et on voit que là-bas, le système politique, le système institutionnel, il n'empêche pas non plus la votation de la montée de l'extrême droite. Finalement, est-ce que la réponse, elle n'est pas ailleurs que dans les questionnements sur le système institutionnel démocratique, plus sur le système social et les protections sociales? Alors, c'est le moment où je me retrouve dans la situation où vous voudriez limite que j'ai des boules de cristal. Donc, non. Il ne fait plus de pronostics sur les élections. C'est mal passé la dernière fois. Je n'en fais plus. Voilà. Surtout devant des bornes. Néanmoins, il y a effectivement cette montée en puissance de l'extrême droite dans un nombre conséquent de pays. On a effectivement aussi une montée en puissance de l'extrême droite au sein de partis déjà institués. Il faut bien voir ce qui s'est passé chez les Tories anglais ou ce qui s'est passé chez les républicains aux États-Unis. Hein. Les républicains, c'était parfois un peu... Voilà, quoi, ils n'étaient pas aussi à droite que maintenant. Donc, il se passe effectivement quelque chose. Il se passe quelque chose notamment parce que... Alors, il y a plusieurs phénomènes qui permettent de l'expliquer. Il se passe quelque chose parce que on se rend compte que les perdants des évolutions, notamment sociétales, sont aussi ceux qui, du coup, se mobilisent. Et donc, c'est là un des enjeux compliqués aujourd'hui, c'est que sur un tas de questions, sur un tas d'enjeux, ils sont en train de perdre, mais ils sont rassemblés, et ils votent, et ils sont mobilisés. En face, les forces qui sont plutôt favorables à la question de l'égalité, à la question de la redistribution, à la question des rôles de genre, etc., sont beaucoup plus dispersées. Sont même pas forcément contentes de l'offre politique qu'on leur propose. Et vous imaginez, si vous aviez été américain, vous avez le choix entre Biden et Trump. Voilà, on a bien vu, hein, il suffisait juste d'enlever Biden pour mettre quelqu'un qui, objectivement, n'est pas une gauchiste, enfin, sauf pour Trump. Mais voilà, Kamala Harris, c'est pas une gauchiste, mais ça a changé la donne. C'est étonnant. Hein. Donc, effectivement, l'effet, ça ne veut pas dire que ça suffira. Hein. Je ne suis pas sûr que Kamala Harris, ça soit Barack Obama de ce point de vue-là et du point de vue symbolique. Ça, on verra.
Mais il n'empêche que c'est là où on voit l'importance effectivement du positionnement politique du camp qui s'oppose à cette droitisation. C'est là où on doit s'interroger typiquement sur ce qui s'est passé entre 2012 et 2017. Dans le bouquin, je reprends les questions de positionnement gauche-droite, je reprends les questions de proximité partisane. Dès 2014, il y a eu un écroulement du classement à gauche, des ouvriers, des employés, des jeunes et des diplômés. Mais ce n'est pas la gauche en général, c'est les partis de gauche. Donc le PS prend, mais les autres ne gagnent pas non plus. Donc il y a un vrai souci d'offre politique et surtout de positionnement de cette offre. Quelque part, cette cassure avec le PS, ça ne vient pas juste du fait que ça soit François Hollande. C'est en fait le rajout d'un certain nombre de renoncements, d'un certain nombre de prises de position qui ont régulièrement entraîné des cassures avec des ouvriers, des employés, des électeurs, etc. En gros, Hollande n'est que l'apex d'un problème de cassure qui avait commencé bien avant. Et ça doit interroger. Effectivement, quand je vous dis la politique, c'est du choix. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de choix, il faut être raisonnable, que c'est comme ça et pas autrement, ben effectivement, du coup, ben ça désespère Billancourt. Et pas que Billancourt. Ça désespère aussi les zadistes, ça désespère plein de gens. Donc effectivement, il y a vraisemblablement un besoin de créer quelque chose d'autre. Voilà. Donc, sur la question du plafond constitutionnel, ben, le souci du plafond constitutionnel, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en situation de construire des constitutions restent encore vraisemblablement dans la logique un peu trop verticale, un peu trop centrée sur les élus. C'est-à-dire que la confiance qu'on doit aux citoyens, ça ne pénètre pas, y compris les partis nationaux, y compris les partis nationaux de gauche. Et ça doit nous interroger. C'est une vraie question de culture démocratique aujourd'hui. Est-ce qu'on veut continuer à guider le peuple ou est-ce qu'on veut accepter de lui faire confiance? Vrai enjeu. Et donc, sur la question de la proportionnelle de l'Allemagne, c'est vrai que c'est très troublant. C'est très troublant ce qui se passe dans les pays scandinaves. C'est très troublant ce qui se passe en Autriche. Après, je pense que ça tient effectivement aussi au fait que peut-être que la gauche n'est pas assez à la hauteur. Et alors, c'est facile à dire de mon point de vue. Hein. Donc, moi, je n'ai jamais participé à une motion quelconque, tout ça, passer du temps, c'est mettre en place un programme, etc. Donc voilà, là, c'est un petit côté un peu triché, quoi. Il est un peu chic. Il y a quand même eu un passé gauchiste. Hein, ouais, mais bon, ce que j'ai réussi à faire passer, c'était les CEP à Sciences Po, les conventions d'éducation prioritaire. D'ailleurs, maintenant, j'ai l'université des tests. Parfait. Mais écoute, je pense que déjà, on peut te remercier. Donc, merci beaucoup. Je crois que ça ouvre voilà, des perspectives assez, alors je ne vais pas dire réjouissantes spontanément, mais je dirais stimulantes, tout du moins. Voilà, et en tout cas, ça pose, on le voit bien derrière la question de la droitisation, en fait, ce que tu poses, c'est la question de la démocratie. Hein, en réalité, voilà. On voit bien les défis, l'immensité des défis, en réalité, que cela soulève, et à commencer par les partis politiques. Hein, on le voit bien, voilà, il y a un sujet de renouvellement assez important. Alors que la société civile, par ailleurs, s'est invitée dans la dernière campagne électorale. Donc, il y a sans doute quelque chose là à faire. Donc, merci beaucoup à toi. Voilà, c'était notre première conférence. Donc, ça veut dire qu'il y en aura sûrement d'autres. C'est même sûr. Tu as annoncé des conférences peut-être. Voilà, non, je ne vais pas les annoncer là, mais parce qu'il faut qu'on en parle. Donc, un cercle de parole aussi. C'est beau. Et donc, je vais éviter le coup d'état permanent et on va faire en sorte d'en discuter d'abord. Mais il y aura donc d'autres conférences. C'est pour ça qu'on a fait circuler par contre un petit papier pour mettre les mails, parce qu'apparemment, je n'avais pas bien mis, l'inscription. Il paraît qu'on peut mettre les mails dans l'inscription et je ne savais pas faire. Donc, c'est pas grave, on va résoudre ce problème. En attendant, on le fait en manuel.